Maman m'a écrit, ne nous contacte plus. 2 jours plus tard, 58 appels manqués, pour me supplier de revenir. Je m'appelle Ava Holloway. J'ai 34 ans. Et à 18h12, un jeudi soir, alors que je me tenais dans un couloir de service de l'hôpital, portant toujours mon badge, et une veste qui sentait le café froid et l'antiseptique, j'ai écouté un message vocal, qui aurait dû m'anéantir. Au lieu de cela, il a tout clarifié. La voix de ma mère était glaciale, polie, contrôlée, cette même voix qu'elle utilisait, quand elle voulait paraître irréprochable devant des inconnus. On coupe les ponts. Ne nous contacte plus. Nous allons de l'avant, sans toi. Puis, elle raccrochait, comme si elle rendait un verdict, et non comme si elle abandonnait sa propre fille. Je suis resté là, à fixer le mur en parpaing, pendant qu'un agent d'entretien poussait un chariot près de moi, et qu'une alarme résonnait, quelque part au bout du couloir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rappelé. Je l'ai réécouté une fois, puis 2, parce que j'avais besoin d'entendre ce mépris, assez clairement, pour arrêter de me mentir sur ce que ma famille était devenue. Ils ne m'avaient pas seulement mis à la porte. Ils avaient enfin dit tout haut, ce qu'ils pratiquaient depuis des années. Je n'étais utile que lorsque je réglais leurs urgences, signais leurs documents, nettoyais leurs dégâts, et faisais en sorte que leur vie paraisse respectable, de l'extérieur. À la seconde où j'ai cessé d'être pratique, je suis devenu jetable. Alors, j'ai répondu par un seul mot, d'accord. À 8 heures, le lendemain matin, les accès étaient bloqués. Une transaction immobilière était morte. Et la première fissure, dans leur petit avenir parfait, s'était déjà grande ouverte. Avant de vous raconter ce qu'elle a dit ensuite, et pourquoi leur avocat a fini par me supplier de répondre au téléphone, dites-moi quelle heure il est chez vous, et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va voyager, avant de toucher quelqu'un, qui l'a vécu aussi. Voici ce que ma mère n'a pas compris, quand elle a envoyé ce message. Elle pensait qu'elle se débarrassait de la déception de la famille. Ce qu'elle a réellement coupé, c'est la seule personne qui savait, où chaque poutre de soutien fragile était cachée, à l'intérieur de cette maison dont il prétendait, qu'elle ne s'effondrerait jamais. Je n'étais pas un simple distributeur automatique, doté de sentiments. J'étais celle qui a passé 6 ans, à démêler discrètement chaque urgence financière qu'ils avaient créée, pour ensuite la déguiser, en un simple coup de malchance temporaire. Ma formation n'était ni dans la banque, ni dans l'immobilier. Je travaillais dans la conformité légale, pour des fondations hospitalières et des réseaux de soins privés, ce qui signifie que j'étais très doué pour identifier, où l'argent était censé aller, où il allait réellement, et ce qui se passait. Quand les gens pensaient qu'une signature d'un parent de confiance, pouvait effacer une piste douteuse. Ma famille n'avait jamais respecté ce travail, mais ils adoraient ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Au fil du temps, je suis devenue celle qui examinait les contrats qu'ils ne lisaient pas, corrigeait les risques fiscaux qu'ils ne comprenaient pas, structurait les plans de paiement qu'ils ne pouvaient pas assumer, et traduisait les conséquences en un langage, qu'ils pouvaient ignorer. Le dernier désordre en date, impliquait un déménagement de luxe vers un logement plus petit, dont mes parents se vantaient depuis des mois. Il s'agissait de vendre l'ancienne propriété familiale, de faire transiter des fonds relais par un compte séquestre temporaire, et de conclure l'achat d'une maison de ville haut de gamme et sécurisée, près du lac. Ils disaient à leurs amis que c'était un nouveau chapitre. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que ce montage financier n'existait que parce que j'avais accepté, contre mon meilleur jugement, de superviser la chaîne d'accès légal, de confirmer les documents d'origine des fonds, et de maintenir une autorisation partagée, sur 2 comptes liés. Jusqu'à la signature finale. Ce n'était pas de la propriété, pas du vol, ni rien de dramatique et d'illégal, comme dans les fausses histoires sur Internet. C'était juste le genre de confiance administrative très réelle, que les gens exploitent, quand ils supposent que vous ne cesserez jamais de les sauver. À 7h43, le lendemain matin, je me suis assise à l'îlot de ma cuisine, avec mon ordinateur portable ouvert, mon café intact, et le message vocal de ma mère, qui tournait dans ma tête comme un métronome. Puis, j'ai fait exactement ce que ferait un professionnel compétent. Lorsqu'une partie hostile rompt explicitement le contact, tout en dépendant toujours de votre coopération juridique, j'ai retiré ma participation. J'ai notifié le coordinateur des titres de propriété, que je ne servais plus de contact de vérification, pour le dossier de documentation des sources. J'ai informé le courtier, par écrit, que je révoquais mon autorisation de communiquer sur la transaction. J'ai signalé les identifiants d'accès partagés, pour une suspension immédiate, en attente d'une revalidation d'identité.
J'ai également envoyé un mot court, et parfaitement professionnel, au comptable de la famille, indiquant que tout document précédemment acheminé par mon intermédiaire devrait être réémis, sans mes identifiants, sans ma chaîne de révision, et sans ma clause d'indemnisation qui y était attachée. Pas de cris, pas de menaces, pas de discours de vengeance, juste une série de retraits légaux de système, qui ne fonctionnaient que parce que j'y étais. Et puis, les conséquences ont commencé à tomber, plus vite que je ne l'espérais. La signature pour la maison de ville a été retardée en moins d'1 heure, parce que le vendeur a refusé de procéder, avec une vérification incomplète sur un transfert urgent. Un entrepreneur en restauration, que mon père avait déjà engagé pour l'ancienne propriété, a suspendu son calendrier d'intervention, car la confirmation du dépôt n'a pas été validée, sous la forme attendue. Un établissement de soins privés, que ma mère courtisait pour la transition temporaire de ma grand-mère, a demandé des garanties de paiement actualisées, avant de réserver la suite, dont elle s'était inventée auprès de ses amis. Ce dernier détail m'a figé, car c'était le premier indice, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un énième fantasme de relogement haut de gamme. Il déménageait aussi ma grand-mère. Et il l'avait fait, avec un niveau d'excès de confiance financière, qui n'avait de sens que s'il croyait, que j'amortirais chaque chute. À midi, le premier appel est arrivé. Je l'ai laissé sonner, puis un autre, puis 6 autres. C'est drôle de voir à quelle vitesse un « ne nous contacte plus » se transforme en « pourquoi tu ne réponds pas ?» quand la paperasse cesse d'avancer. Avez-vous déjà remarqué que certaines familles ne croient aux limites, que lorsqu'elles sont celles qui les tracent? Je n'ai pas entendu la voix de ma mère en premier. J'ai entendu la panique, portant la voix de mon père, comme un costume bon marché. Il a laissé 2 messages vocaux avant le déjeuner, essayant de paraître mesuré, et échouant les 2 fois. Il y a un malentendu. Puis, 20 minutes plus tard, tu dois nous appeler aujourd'hui. À 15 heures, le ton était passé, de la dignité forcée, à l'alarme pure et simple. La société de titres dit qu'il y a un blocage. Patricia dit que tu as retiré les autorisations. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça doit être réglé avant la fin de la journée. J'ai sauvegardé les messages, et je suis retourné travailler. J'étais en train d'examiner une piste d'audit, pour une aile d'oncologie financée par des donateurs, quand mon téléphone s'est allumé, encore et encore, sur le bureau à côté de moi. Chaque vibration était plus frénétique que la précédente. Je me souviens avoir baissé les yeux sur l'écran, et vu la discussion de groupe de la famille soudainement active, après des semaines de silence, comme si mon existence n'avait été restaurée, que parce que leur calendrier s'effondrait. Ce soir-là, j'ai finalement ouvert les messages. Ma sœur n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a accusé. Comment as-tu pu faire ça, juste avant le déménagement? Maman est humiliée. Est-ce que tu comprends au moins les dégâts? Et voilà. La logique familiale habituelle, leur choix, ma faute, leur mensonge, mon fardeau, leur embarras, mon urgence. J'ai failli répondre, mais ensuite, une transcription de message vocal de ma mère est arrivée, et je l'ai lu 2 fois, car l'hypocrisie était si parfaite, qu'elle semblait scénarisée. Elle m'a traité de personne vindicative, instable et ingrate, dans le même souffle où elle exigeait que je règle le problème de paperasse immédiatement. Aucune excuse pour m'avoir coupé les ponts. Aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait dit de ne plus les contacter. Juste de l'indignation face au fait que je l'avais prise au mot. La partie qui a tout changé est arrivée plus tard dans la nuit, lorsque j'ai examiné un fil de mail que j'avais failli ignorer. Il provenait du coordinateur des soins, de la résidence privée que ma mère utilisait pour reloger ma grand-mère. Il ne me demandait pas de payer quoi que ce soit. Il me demandait de confirmer si la structure de financement, précédemment décrite par la famille, était toujours valide. En effet, le dépôt avait été présenté comme étant lié au bénéfice de l'achat de la maison de ville, qui à son tour, dépendait de la vente de l'ancienne propriété, laquelle semblait maintenant être au point mort. Le coordinateur était prudent et professionnel, mais l'implication était brutale. Ma mère avait fait le tour des résidences de soins de prestige, qu'elle ne pouvait en réalité pas s'offrir, sans empiler une promesse instable sur une autre. Elle avait construit toute cette chaîne, sur ma fiabilité, puis m'avait exclu, comme si j'étais le problème. 2 jours après le message vocal, j'avais 58 appels manqués, pas 79, pas un chiffre gonflé pour faire du drame. Et chacun d'eux comptait, car chacun marquait la vitesse à laquelle le contrôle échappait à des gens, qui avaient passé des années à me traiter comme un générateur de secours, sur lequel on pouvait taper quand les lumières s'éteignaient.
Les appels venaient de mes parents, de ma sœur, de 2 numéros inconnus, d'un courtier, et d'un entrepreneur. Puis, à 20h17, j'ai reçu le message qui m'a fait comprendre qu'il y avait plus en jeu qu'un simple retard de signature. Il venait d'un cabinet d'avocats. Madame Holloway, je suis Graham Pike, et je représente vos parents. Nous avons un problème sérieux, et nous devons parler ce soir. J'ai fixé l'écran, puis l'ancien message vocal de ma mère, puis de nouveau l'écran. Un problème sérieux. Ces mots ont un impact différent, lorsqu'ils viennent de quelqu'un qui facture à l'heure. J'ai répondu avec exactement 7 mots, profitez bien d'aller de l'avant, vous l'avez dit en premier. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table, et je les ai laissés mariner dans le silence, qu'ils avaient essayé de m'imposer. Que feriez-vous, quand les mêmes personnes qui vous ont rejeté, ont soudainement besoin que votre nom soit attaché à leur survie? Le lendemain matin, j'ai appris quel était ce sérieux problème. Et ce n'était pas juste une maison. C'était une question de réputation, de moyens de pression, et de ce genre de traces écrites, dont les gens supposent que personne, au sein de la famille, n'osera jamais les exposer. Graham Pike a rappelé depuis un nouveau numéro, et cette fois-ci, j'ai répondu, car les avocats ne deviennent pas théâtraux, à moins que quelque chose de très coûteux ne soit en feu. Il a d'abord été prudent avec ses mots, d'un calme presque agaçant. Il a dit qu'il y avait eu des complications inattendues, liées à la séquence immobilière, à la réservation de la résidence assistée, et à certaines déclarations faites à des tiers, concernant les liquidités disponibles. Je lui ai demandé de parler clairement. Il y a eu une pause. Puis, il l'a fait. Mes parents s'étaient déjà présentés aux vendeurs, à l'établissement de soins, et à au moins un conseil d'administration mondain, comme étant entièrement financé, pour une transition de vie majeure. Ma mère, qui siégeait au comité de collecte de fonds pour une association caritative UP d'aide aux personnes âgées, avait apparemment utilisé cette image partout. Elle avait promis un pack de parrainage, laissé entendre qu'elle organiserait un événement dans la nouvelle maison de ville, et dit aux gens que la famille consolidait ses actifs en douceur. Sauf que, la situation financière n'était pas douce. Elle était fragile. Mon père traînait des dettes professionnelles, dont j'ignorais l'existence. Ma sœur avait discrètement épuisé une ligne de crédit d'urgence conjointe, qui était censée rester intouchée, et l'ancienne propriété nécessitait des réparations assez graves, pour effrayer un acheteur sensible au prix, si elles étaient révélées trop tard. Il ne déménageait pas en position de force. Il se débattait, avant que tout le monde ne s'en aperçoive. J'ai posé à Graham, la seule question qui comptait. Est-ce que quelqu'un a falsifié mon examen du dossier, ou laissé entendre que je supervisais toujours cela, après mon retrait? Son silence m'en a dit plus que sa réponse. Il a dit que certaines parties s'étaient peut-être appuyées, sur des accords antérieurs impliquant mon rôle. C'est le langage d'avocat pour dire, quelqu'un s'est senti à l'aise d'utiliser ma crédibilité, après ne plus avoir mon consentement. Ma poitrine est devenue glacée à ce moment-là, non pas de rage, mais de certitude. Je lui ai dit que je ne communiquerais que par écrit. Il a commencé à insister, mentionnant le stress familial, la transition de ma grand-mère, la tension artérielle de ma mère, et la sensibilité de l'affaire. Je l'ai coupé. Un problème sérieux pour eux, ne crée pas une obligation pour moi. Puis, j'ai raccroché. Le reste s'est effondré en morceaux. Un membre du conseil d'administration de l'association caritative m'a transféré, accidentellement ou délibérément, un brouillon d'invitation pour une soirée des donateurs, organisée par ma mère, dans la maison de ville non encore achetée. Le texte de l'événement faisait l'éloge de l'engagement continu de la famille Holloway envers le soutien digne des aînés, ce qui aurait été nauséabond en toutes circonstances, mais particulièrement en sachant que ma grand-mère était déplacée comme un objet de décoration. Dans une campagne d'images construite sur de l'argent non garanti. J'ai également découvert que ma sœur avait dit à plusieurs personnes que je gérais le côté conformité de la transition. Une phrase assez vague pour paraître impressionnante, et assez fausse pour m'exposer, si les choses tournaient mal. C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé d'être une question de sentiments blessés, pour devenir une question de préservation de soi. Si leur fantasme s'effondrait publiquement, pendant que mon nom flottait en arrière-plan, je ne serais pas seulement la fille qu'ils utilisaient. Je serais la professionnelle, dont la crédibilité aurait été traînée dans la boue, à cause de leur projet de vanité. Alors, j'ai tout rassemblé. Le message vocal où ma mère me coupe les ponts, les eurodatages de mes révocations, l'email confirmant mon retrait de toutes les autorisations,
la demande de garantie mise à jour de l'établissement de soins, le brouillon de l'événement, et les messages de ma sœur. Je les ai compilés dans un dossier propre, de la même manière que je construirais n'importe quel dossier juridique, non pas pour les détruire de façon imprudente, mais pour m'assurer que la vérité avait une structure, si jamais j'en avais besoin. Cet après-midi-là, ma mère a finalement arrêté de faire semblant d'être offensée, et m'a montré qui elle était vraiment. Elle a appelé depuis un numéro masqué, et quand j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour. Elle a sifflé, « Comment oses-tu nous embarrasser comme ça ?» Pas, « Comment oses-tu abandonner la famille ?» Ni, « Pourquoi fais-tu ça ?» Mais bien, nous embarrasser. C'était le centre de son univers. Je lui ai répondu que l'embarras venait du fait de construire une vie publique, sur des promesses qu'elle n'avait pas les moyens de tenir. Elle a rétorqué sèchement, que tout ce qu'ils avaient fait était pour la famille, que j'étais égoïste, froide, et impossible à aimer ces derniers temps. Puis, elle a commis l'erreur qui a balayé la toute dernière once de mon hésitation. Elle a dit, après tout ce que nous avons sacrifié, tu nous devais ta coopération. Tu nous devais. Et voilà. Pas de l'amour, pas de la confiance, mais une dette. Cette même dette, qu'il réclamait depuis que j'avais 21 ans, et que j'étais la première de la famille à comprendre les contrats, les délais, et les conséquences. Vous vouliez que les méchants soient plus évidents. C'était ce moment-là. Parce que la vérité, c'est que leur cruauté n'a pas commencé avec un seul message vocal. Elle a commencé des années plus tôt, quand mon père a emprunté de l'argent de mon fonds d'études supérieures, pour sauver la face après un investissement raté, et qu'on m'a dit de ne pas être dramatique. Elle s'est aggravée, quand ma mère m'a poussé à sauter un entretien pour une bourse d'études, afin de l'aider à organiser un déjeuner de charité, qu'elle voulait voir photographié par la presse locale. Elle s'est durcie, quand ma sœur a pleuré sur mon canapé à propos de factures en retard, a pris l'argent que je lui avais viré, et a posté des photos de vacances au bord de la piscine, 3 semaines plus tard. Chaque fois que je m'y opposais, ils me qualifiaient de dur. Chaque fois que je réglais le problème, ils appelaient ça « l'esprit de famille ». Certains d'entre vous savent déjà exactement quel genre de piège c'est. 3 soirs plus tard, tout a explosé en public, mais pas de la manière dont ma mère s'y attendait. Vous vous souvenez de ce brouillon d'événements pour les donateurs, celui qu'elle faisait circuler avant même de posséder la propriété qu'elle prévoyait d'exhiber? Il s'est avéré qu'elle n'avait pas annulé la réception du comité, liée à cette campagne. Elle avait seulement changé le lieu, pour retourner à la véranda historique de l'association caritative, et avait dit à tout le monde que le changement de lieu était dû à des ajustements logistiques. Un contact commun m'a envoyé l'invitation mise à jour, avec une seule ligne en dessous, tu voudras peut-être savoir ce qu'on dit sur toi. J'ai failli l'ignorer. Puis, j'ai lu la pièce jointe. Ma mère s'était présentée au donateur, comme une aidante familiale soumise à une pression extraordinaire, une femme portant à la fois l'avenir de sa mère vieillissante, et le fardeau d'une fille éloignée, qui a choisi le ressentiment plutôt que la responsabilité. Elle ne se contentait pas de m'exclure en privé. Elle réécrivait publiquement l'histoire, avant que l'effondrement ne puisse lui retomber dessus. Alors, j'y suis allé. Je n'y suis pas allé dans une robe rouge, pour faire un scandale. Je ne suis pas arrivé avec la sécurité, ou un dossier sous le bras, comme une justicière de feuilleton télévisé. J'y suis allé, exactement de la manière dont les gens s'attendent le moins à ce que les ennuis arrivent, calme, en avance, et habillé comme quelqu'un qui a sa place, dans des pièces où l'on s'attend à ce que les mensonges gardent bonne figure. La véranda était remplie de baies vitrées, de verdure hivernale, de bois poli, et de personnes fortunées, simulant l'empathie, autour de coupes de champagne. J'ai vu ma mère de l'autre côté de la pièce, souriant immédiatement avec cette douceur charitable, qu'elle n'utilisait que lorsqu'il y avait des témoins. Mon père se tenait près du mur des donateurs, paraissant 20 ans plus vieux qu'il ne l'était une semaine plus tôt. Ma sœur riait trop fort, à côté d'un administrateur que j'ai reconnu, comme faisant partie d'un conseil régional de la santé. Puis ma mère m'a vu, et pendant une seconde parfaite, tout son visage a oublié comment jouer la comédie. Elle a traversé la pièce rapidement, les dents serrées derrière un sourire. « Pourquoi es-tu ici ?» a-t-elle demandé, en bougeant à peine les lèvres. J'ai dit que j'étais invité dans l'histoire, que tu étais en train de raconter. Elle a essayé de me guider vers un couloir latéral, mais 2 femmes se sont retournées à cause de la tension dans sa voix, alors elle a continué à sourire. « Ce n'est pas le bon endroit », ai-je répondu tout aussi doucement. « Tu en as fait le bon endroit, quand tu as utilisé mon nom, pour faire tenir ta version des faits.
Cela l'a ébranlée. Elle a sifflé que tout le monde savait déjà que j'étais difficile, instable et vindicative, depuis que j'avais retiré mon soutien, lors d'une crise familiale. Je lui ai demandé, si par « soutien », elle entendait ma crédibilité, mon travail, ou l'autorisation qu'elle continuait d'utiliser, après m'avoir coupé les ponts. Cela a frappé plus fort que je ne le pensais, car mon père, qui se tenait à quelques pas de là, a regardé droit vers le sol. Ma sœur est intervenue ensuite, tout en panique fragile et en parfum hors de prix. « Tu ne peux pas faire ça ici », a-t-elle marmonné. Maman a du mal à tenir le coup. Je l'ai regardée, et je me suis souvenu de chaque fois, où elle avait utilisé ses larmes comme une arme, pour sous-traiter les conséquences de ses choix. Intéressant, ai-je dit, car il me semble me souvenir, que vous étiez tous très engagés, à aller de l'avant sans moi. Elle a attrapé mon bras. Ce fut son erreur. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que les gens l'ont vu. Un administrateur s'est retourné, puis un couple de donateurs. Puis l'une des coordinatrices de l'événement, qui avait déjà l'air surmenée et suspicieuse. Ma mère a immédiatement changé de tactique, et a élevé la voix d'un demi-ton. Juste assez pour paraître blessée, mais pas assez pour paraître coupable. Ava, s'il te plaît. Il s'agit de ta grand-mère. Cette réplique était censée me faire passer pour un monstre, si je ne cédais pas. Au lieu de cela, j'ai prononcé la chose la plus silencieuse de la pièce, alors, parlons de grand-mère. Le silence se déplace différemment, dans les espaces de riches. Il ne claque pas. Il gèle. J'ai demandé à ma mère, si la résidence de soins avait été informée, que le dépôt dépendait d'une signature qui n'avait pas eu lieu. J'ai demandé à mon père, si le vendeur savait que les réparations de l'ancienne propriété étaient plus importantes que ce qui avait été initialement déclaré. J'ai demandé à ma sœur, si elle avait oui ou non dit aux gens, que je gérais toujours la conformité, après que j'ai révoqué ce rôle par écrit. Pas de cris, pas de grands gestes théâtraux, juste des questions assez tranchantes, pour percer l'image qu'ils avaient gonflée autour d'eux. Ma mère a essayé de me faire taire, en me traitant de cruel. Mon père a dit que c'était privé. Ma sœur a commencé à pleurer sur commande, mais à ce moment-là, les mauvaises personnes écoutaient. Un administrateur s'est approché, et a demandé doucement, mais sans équivoque, Madame Holloway n'était-elle finalement pas impliquée dans la transition? Je me suis tourné vers lui, et j'ai dit, pas après qu'on m'ait dit de ne plus les contacter. J'ai le message vocal, les avis de retrait, et les horodatage, si quelqu'un a besoin de clarté. Ma mère est devenue blanche, pas blanche de colère, blanche de la personne acculée dans un coin. Elle savait exactement ce qui comptait dans cette pièce. Pas la moralité, pas la loyauté familiale, mais les incohérences documentées. En quelques minutes, le président du conseil l'avait prise à part. La coordinatrice de l'événement chuchotait à quelqu'un du service juridique. Mon père avait l'air de pouvoir vomir d'une seconde à l'autre. Ma sœur n'arrêtait pas de dire que c'était un malentendu, mais son mascara coulait, et personne d'important n'était là pour la réconforter. Ce ne fut pourtant pas le coup le plus dur. Le coup le plus dur est venu d'une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois auparavant, une donatrice plus âgée, possédant le genre d'argent qui n'a pas besoin d'élever la voix. Elle a regardé ma mère, et a dit de manière très neutre, « Patricia, des engagements caritatifs ont-ils été discutés, avant que vos propres obligations de foyer ne soient stabilisées ?» C'était une phrase d'une telle précision, qu'elle a coupé la pièce en deux, car tout le monde là-bas comprenait ce qu'elle voulait vraiment dire. Avait-elle fait preuve de générosité, avec de l'argent qu'elle ne contrôlait pas, pendant que ses obligations privées étaient maintenues à flot par une fille, qu'elle venait tout juste de vilipender publiquement? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je suis parti, avant que le spectacle ne devienne de mauvais goût, mais je ne suis pas parti les mains vides. Alors que je sortais, Graham Pike m'a intercepté près du vestiaire, sans aucune trace de son sang-froid précédent. Il m'a demandé si nous pouvions s'il vous plaît, résoudre les choses discrètement. Discrètement, un autre mot favori que les gens utilisent, pour dire, avant que les conséquences ne deviennent permanentes. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt pour le spectacle, seulement pour la distance, et l'exactitude des faits. Il a dit que mes parents faisaient maintenant face à l'effondrement de la vente immobilière, à un examen minutieux du conseil d'administration de l'association caritative, et à une possible plainte, pour de fausses déclarations liées à un contrat de soins. Je l'ai regardé et j'ai dit, ça a l'air sérieux. Puis j'ai pris mon manteau, et je suis rentré chez moi. Laissez-moi vous demander quelque chose.
quand une famille utilise votre silence, comme matériau de construction pour ses mensonges, prendre la parole est-il une vengeance, ou enfin juste de la légitime défense? L'humiliation publique ne m'a pas guéri. Elle ne m'a pas fait danser dans mon appartement, guérie et triomphante, comme les mauvaises histoires de vengeance aiment à le prétendre. Cela m'a laissé à cran, nauséeuse, et incapable de dormir. Je n'arrêtais pas de repasser la scène dans la véranda, non pas parce que je regrettais d'avoir dit la vérité, mais parce que les gens comme ma famille, vous entraînent à vous sentir coupable, à l'instant même où vous arrêtez d'absorber les chocs à leur place. Tout le week-end, mon téléphone a vibré avec des tactiques changeantes. Mon père a envoyé un texto disant que la tension artérielle de ma mère avait grimpé en flèche, et que, quoi que ce soit, c'était allé trop loin. Ma sœur a écrit 3 paragraphes, sur le traumatisme, la loyauté, et la façon dont je punissais tout le monde, pour un problème de communication. Ma mère a alterné entre le silence, et de brefs messages venimeux, insinuant que j'avais détruit l'avenir de ma grand-mère, par pure méchanceté. Aucun d'entre eux n'a reconnu l'ordre réel des événements. Elle m'a coupé les ponts. Ils ont continué à s'appuyer sur mon rôle. Je me suis retiré dans les règles, et leur propre façade trompeuse s'est effondrée, sous son propre poids. Je ne suis pas allé en thérapie, avec un petit ami sage qui a résumé la leçon en une seule phrase. J'y suis allé parce que mes mains tremblaient quand j'ouvrais ma boîte de réception, et parce que j'ai réalisé quelque chose de laid. Même après tout cela, une partie de moi voulait encore la permission d'arrêter de les sauver. Reniflement, j'ai rencontré une thérapeute spécialisée en traumatologie, nommée le docteur Élise Mercé, et elle ne m'a pas flatté, avec des clichés sur l'émancipation. Elle m'a posé une question, qui s'est logée au creux de mes côtes, à quel moment votre famille vous a-t-elle appris pour la première fois, que l'utilité était le prix à payer pour l'appartenance? Je suis resté assise là, pendant un long moment, avant de répondre. J'avais 13 ans, quand ma mère a commencé à me faire arbitrer les disputes entre elle et mon père, parce que j'étais la calme. 16 ans, quand j'ai commencé à lire les documents de prêt à voix haute, parce que les adultes de ma maison préféraient l'optimisme au détail. 21 ans, quand on m'a dit que retarder mes projets d'1 an, pour stabiliser la famille, était noble. 28 ans, quand j'ai réalisé qu'il n'y aurait jamais d'urgence finale, juste une troupe tournante de désastres, liés ensemble par le sentiment que tout leur était dû. Le docteur Mercé ne m'a pas dit de pardonner. Elle m'a dit de documenter ma réalité, afin que je ne laisse pas d'autres personnes m'effacer de ma propre histoire, par leur récit. Alors je l'ai fait. J'ai écrit les anciens incidents, que j'avais minimisés pendant des années. Le fonds d'études supérieures discrètement siphonné. Les opportunités de bourse d'études sabotées. Les tâches de soins temporaires, qui se sont transformées en gestion de projets non rémunérés, pour chaque crise que mes parents fabriquaient. La façon dont ma sœur a appris, que les larmes pouvaient détourner l'argent et le travail vers elle, plus vite que l'honnêteté ne le pourrait jamais. Une fois que c'était sur papier, le schéma a cessé de ressembler à un chaos familial, et a commencé à ressembler à de l'extraction systématique. Puis est venue la confrontation dans l'ancienne maison. Mon père a demandé à me voir. Il a dit qu'il voulait une seule conversation d'adulte, sans crier. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé, mais je n'y suis pas allé seul, du moins sur le plan émotionnel. J'ai apporté des dates, des captures d'écran, et un esprit enfin ancré dans les faits. La maison avait l'air à moitié emballée, et hantée. Des chaises de créateurs, enveloppées dans des couvertures de déménagement. De l'art manquant sur les murs. Des fissures dans les boiseries de l'entrée, qui étaient apparemment mineures 2 semaines plus tôt, désormais impossibles à ignorer. Ma mère était à la table de la salle à manger, avant que j'entre, aussi composée qu'un accusé, qui pense encore que le charme pourrait fonctionner sur le jury. Ma sœur était là aussi, les yeux rouges et furieuse. Tant pis pour la conversation privée. Pendant les 10 premières minutes, ils ont essayé le révisionnisme. Ma mère a dit que le message vocal avait été envoyé sous le coup de la colère, et n'était pas à prendre au pied de la lettre. Mon père a dit que tout le monde avait été sous pression. Ma sœur a affirmé que personne n'avait fait un mauvais usage de mon nom, mais avait seulement supposé une continuité. Puis, j'ai posé les eurodatages imprimés sur la table, un par un. Avis de révocation, correspondance avec le notaire, email au comptable, demande du coordinateur des soins, brouillon de l'événement. Les commentaires publics de ma mère, qui m'avaient été relayés par un membre du conseil. La pièce a changé. Les faits font ça. Ils prennent toute l'ambiguïté chaleureuse, à l'intérieur de laquelle les personnes manipulatrices se cachent,
et la désosse pièce par pièce. C'est à ce moment-là que leurs vraies personnalités ont finalement refait surface. Ma mère a frappé la table de la main, et a dit qu'elle avait toujours pris plaisir à les faire se sentir petits, parce que j'étais la seule qui comprenait comment les systèmes fonctionnaient. Mon père a craqué, et a dit que rien de tout cela ne serait arrivé, si j'avais simplement aidé la famille, au lieu d'agir avec supériorité. Ma sœur a lâché la vérité, par accident, tu agis toujours, comme si l'argent était à toi. Je l'ai regardé, et j'ai dit, pas l'argent. Les conséquences. Personne n'a répondu, parce que c'était le cœur du problème. Il voulait l'accès sans la responsabilité, l'image sans la solvabilité, la dépendance sans la gratitude. Et puis, enterré dans un monologue alimenté par la rage, ma mère a révélé la chose la plus laide, qu'elle m'ait jamais dite. Elle a admis, qu'il s'attendait à ce que je mette l'achat de mon propre appartement en attente, cette année-là, parce que quelqu'un de responsable devait agir comme un adulte, sans poser de questions. S'attendait. Elle a parlé de ma vie, comme s'il s'agissait d'un inventaire familial. Quelque chose a réaffecté. Une pièce est devenue très silencieuse, à l'intérieur de moi. Puis, pas brisée, juste silencieuse. Le genre de silence qui vient, quand la dernière excuse meurt. Je leur ai dit que j'avais fini. Pas pour une semaine. Pas jusqu'à ce qu'ils se calment. Fini. Je ne restaurerai pas l'accès. Je n'attacherai mon nom à aucune transaction. Je n'interviendrai pas auprès du conseil d'administration de l'association, de la résidence de soins, du courtier, ou du comptable. S'ils voulaient expliquer leurs propres fausses déclarations, ils pourraient enfin s'écouter le faire eux-mêmes. Mon père a qualifié cela de cruel. Ma mère a dit que j'abandonnais mon propre sang. Ma sœur a murmuré, que je regretterais ça quand grand-mère souffrirait. Je leur ai dit, que la personne qui a mis grand-mère en danger, est celle qu'il a utilisée comme preuve sociale, pour un déménagement qu'il ne pouvait pas se permettre. Puis je me suis levé, et je suis parti, pendant qu'il criait encore. Les retombées ont pris 6 semaines, et c'était plus laid, que ce que j'avais imaginé. La vente de l'ancienne propriété n'a pas seulement trébuché. Elle s'est effondrée, après que l'acheteur ait exigé des divulgations plus approfondies, et un crédit de réparation que mes parents ne pouvaient pas absorber. La maison de ville au bord du lac a disparu en quelques jours, vendue à un autre acheteur avec des documents plus propres, et de vraies liquidités. La résidence de soins privés a annulé la réservation, après que des représentations financières incohérentes aient déclenché un examen interne. Ma mère a été discrètement invitée à se retirer du comité de soutien aux aînés de l'association caritative, en attendant la clarification des préoccupations récentes, ce qui, dans un langage social poli, signifie que la salle ne vous fait plus confiance, près de son argent ou de son image. Le style de vie déjà fragile de ma sœur s'est fissuré ensuite. La ligne d'urgence conjointe qu'elle avait vidée est devenue impossible à cacher, une fois que plus personne d'autre ne bouchait les trous pour elle, et le petit ami qu'elle impressionnait avec un luxe soigné, avait apparemment des opinions bien arrêtées, sur l'honnêteté. Une fois que les avis de recouvrement sont intervenus, mon père, qui avait passé des années à flotter au-dessus des conséquences avec une dignité fatiguée, a fini par accepter un travail de consultant qu'il avait l'habitude de mépriser, juste pour empêcher la dette de faire boule de neige. Et ma grand-mère. C'était la seule chose que j'ai refusé de les laisser utiliser comme arme. Je ne suis pas intervenu pour sauver toute la famille. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus contrôlé, par un canal distinct et documenté, et seulement après avoir confirmé que le faire ne m'enracinerait pas de nouveau dans leur cirque financier. J'ai aidé à obtenir un placement modeste, mais réputé pour elle, par l'intermédiaire d'un contact de travailleur social, sans lien avec les plans de vanité de mes parents. Pas de brochure de luxe, pas de scénario pour le dîner des donateurs, juste des soins sûrs, des chiffres honnêtes, et des personnes qui comprenaient que la dignité ne nécessite pas de plan de travail en marbre, ni de discours pour des inaugurations. Quand ma mère l'a découvert, elle m'a appelé en hurlant, que je l'avais humilié en dégradant l'avenir de grand-mère. Ce mot m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pour elle, les soins avaient toujours été une question d'image d'abord, et de besoins humains ensuite. Ce qui a changé en moi, ce n'est pas que je sois devenu dur. C'est que je suis devenu indisponible, pour la distorsion de la vérité. J'ai arrêté de lire chaque message. J'ai acheminé toutes les communications juridiques ou financières dans un dossier, et je n'ai répondu qu'en cas de nécessité, par écrit, sans aucune ouverture émotionnelle. J'ai raconté une version courte de la vérité à la famille élargie,
avant que ma mère ne puisse finir de me dépeindre comme une personne instable. Certains m'ont cru immédiatement, car il s'est avéré que les gens avaient remarqué plus de choses que je ne le réalisais. D'autres non. C'était très bien ainsi. L'une des libertés étranges, quand on sort enfin d'un rôle familial, est de réaliser que vous n'avez pas besoin de conquérir tous les publics. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous porter volontaire, pour servir de scène de théâtre. Environ un mois plus tard, Graham Pike m'a de nouveau contacté, non pas pour me menacer, non pas pour négocier une restauration de mon aide, mais pour demander si j'accepterais de signer une déclaration, clarifiant la chronologie de mon retrait de toutes les transactions liées à la famille. Non pas pour le bénéfice de mes parents, mais pour limiter les dégâts. Le conseil d'administration, l'établissement de soins, et un prêteur voulaient tous que la séquence soit documentée. J'ai signé une déclaration précise, qui n'a fait qu'une seule chose, elle a séparé mon nom de leur comportement. Pas d'embellissement, pas de monologue de vengeance, juste un dossier propre. C'était plus dévastateur que n'importe quel cri aurait pu l'être. Parce qu'une fois les faits établis, ils ne pouvaient plus continuer à me salir, en me désignant comme la cause des dommages qu'ils avaient eux-mêmes orchestrés. Puis est venue la dernière réunion, celle qui aurait pu transformer cela en une douce histoire de réconciliation recyclée, si j'étais une femme différente. Ma mère a demandé à me voir en personne, pas dans un café avec de la lumière du soleil et de la musique mélancolique, mais au bureau de son avocat, car à ce moment-là, même elle comprenait que tout ce qui était important entre nous nécessitait désormais des témoins. J'ai failli ne pas y aller, mais je voulais entendre, au moins une fois, si elle était capable de dire une chose vraie, sans l'envelopper d'apitoiement sur elle-même. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, mais pas humble de cette belle manière apaisante que les gens romantisent. Plus petite, de la manière pratique dont les conséquences rétrécissent les gens, qui pensaient en être exemptés. Elle ne s'est pas excusée en premier. Elle a commencé par les difficultés. À quel point ils avaient été stressés, à quel point ils étaient embarrassés, à quel point ils avaient perdu. Je l'ai laissée parler, jusqu'à ce qu'elle soit à court de réarrangement, et qu'elle n'ait pas d'autre choix que de faire face à l'évidence. Alors j'ai dit, tu m'as dit de ne plus te contacter. J'ai respecté ça. Tu as continué à utiliser ce que j'avais construit, après m'avoir mise à la porte. C'est pour ça que tout s'est cassé. Elle a essayé de pleurer à ce moment-là. De vraies larmes, peut-être, mais les larmes ne sont pas la vérité. Elles ne sont que la météo. Mon père fixait la table. Ma sœur n'était pas là. Apparemment, même elle savait, que la performance ne tiendrait pas. Finalement, ma mère a posé la question qu'elle aurait dû poser des années plus tôt, bien que ce ne soit pas pour de nobles raisons. Elle a demandé, a-t-il quelque chose que nous puissions faire, pour réparer ça? Et voilà, l'ouverture fantaisiste, que toute famille toxique espère trouver encore disponible, après avoir brûlé tous les autres ponts. La phrase magique, où la fille eût-il fourni une carte pour revenir à la normale. Je l'ai regardé pendant un long moment, et j'ai réalisé que la réponse était non. Pas parce que je suis cruel, mais parce que certaines structures doivent rester effondrées. Vous ne reconstruisez pas une maison au-dessus d'une doline, simplement parce que les gens qui ont ignoré les signes avant-coureurs, ont fini par avoir peur. Alors, je lui ai dit la vérité, qu'il détestait le plus, vous ne pouvez pas arranger ça avec moi. Vous pouvez seulement vivre avec ce que vous avez fait, sans me transformer, à nouveau, en équipe de réparation. Ma mère a tressailli, comme si je l'avais frappée. Mon père a finalement pris la parole, et a demandé si cela signifiait que je coupais les ponts avec eux, pour toujours. J'ai répondu, non, vous avez fait ça en premier. Je refuse simplement, de ramper pour revenir par l'ouverture. Ensuite, je me suis levé, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti du bureau, pendant que ma mère appelait mon nom, avec la voix qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que l'histoire s'inverse, pour son propre confort. Ce ne fut pas le cas. La mise à jour finale, pour tous ceux qui se demandent s'ils ont un jour vraiment payé le prix, est la suivante. Ma mère a perdu son rôle au sein du comité, et la majeure partie du capital social, qu'elle avait construit autour de sa générosité performative. Mon père a vendu l'ancienne maison, des mois plus tard, pour moins cher que ce dont il s'était vanté, après des réparations dont il ne pouvait plus prétendre, qu'elles n'étaient que cosmétiques. Ma sœur a rapidement revu son train de vie à la baisse, et a disparu des cercles où elle avait l'habitude de parader. Le récit familial selon lequel j'étais instable, amère, et vindicative, ne s'est jamais complètement rétabli,
une fois que les gens ont réalisé que j'avais été, depuis le début, l'infrastructure silencieuse, sous leur respectabilité. Il s'avère que la panique s'installe, lorsque la personne qui fait le travail invisible, devient finalement visible, juste assez longtemps pour partir. Quant à moi, j'ai acheté mon appartement cet automne-là, celui qu'il s'attendait autrefois à ce que je repousse, parce que le désordre de quelqu'un d'autre, comptait plus que mon avenir. J'ai signé seul, sans discussion de groupe, sans bénédiction familiale, sans appel téléphonique dramatique, juste un stylo propre, un titre de propriété propre, et le genre de silence qui semble mériter, au lieu d'être une punition. Certaines personnes pensent que la vengeance doit ressembler à des cris, à une ruine publique, ou à une réplique parfaite, lancée sous des lustres. Parfois, elle ressemble plutôt à de la documentation, à des limites claires, et au refus de garder vos ennemis au chaud, simplement parce qu'ils partagent votre nom de famille. Parfois, la vengeance la plus profonde, consiste à laisser les gens faire l'expérience de tout le poids d'une vie, qu'ils ont construite sur votre loyauté non rémunérée. Alors, dites-moi honnêtement, si votre propre famille vous coupait les ponts, continuez d'utiliser votre nom, et ne paniquez que lorsque le système arrêtait de fonctionner sans vous, y seriez-vous retourné, ou les auriez-vous laissés profiter d'aller de l'avant, tout seul? Mon point de vue personnel sur cette histoire, est qu'il ne s'agit pas seulement de vengeance familiale. Il s'agit vraiment du moment, où quelqu'un cesse enfin d'être le filet de sécurité émotionnel et financier, de personnes qui ne l'estiment que lorsqu'il est utile. Ce qui rend le parcours d'Ava si puissant, ce n'est pas simplement qu'elle a pris sa revanche, mais qu'elle a choisi le respect d'elle-même, des limites saines, et la clarté émotionnelle, plutôt que la culpabilité et le silence. La leçon la plus forte ici, est que l'amour ne devrait pas exiger des sacrifices sans fin, sans aucune responsabilité. Parfois, le choix le plus sain et le plus positif, n'est pas le pardon immédiat, mais de protéger sa paix, d'apprendre de la douleur, et de refuser de laisser des schémas toxiques définir son avenir. Pensez-vous qu'Ava a été trop froide envers sa famille? Ou était-ce la seule façon, de se protéger enfin? Si vous étiez à sa place, leur pardonneriez-vous?